Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va débuter cette visioconférence euh, consacrée à ce qui s'appelle, dans le titre, on va vous expliquer pourquoi les cavaliers hors structure. Donc, avant de laisser la parole à Céline Vial et à Camille Eslan, que je remercie pour leurs travaux et pour leur présence aujourd'hui, vous dire que c'est un sujet sur lequel la Fédération française d'équitation et le Comité national de tourisme équestre se sont penchés il y a quelques années et ont effectivement souhaité confier un travail de recherche dans le cadre d'une thèse qui a duré 3 ans, la thèse de Camille Eslan, et qui se poursuit aujourd'hui par des travaux complémentaires qu'on vous exposera tout à l'heure. Qu'est-ce que, de manière très générale et sans dévoiler le sujet, on s'est interrogé sur ces cavaliers dits hors structure parce qu'effectivement, depuis des années, notamment dans l'environnement du tourisme équestre, on parle d'un certain nombre de cavaliers qui ne fréquentent pas les établissements équestres, qui ne fréquentent pas les milieux organisés des associations de cavaliers ou qui ne sont pas proches des comités régionaux ou départementaux qui organisent l'activité sur le territoire. Et pour en savoir un peu plus, on voulait savoir, alors on verra l'ordre, mais en tous les cas, qui ils étaient et à partir de là, combien ils étaient pour savoir quel était leur parcours, quelles étaient leurs aspirations, quels étaient effectivement leurs besoins également pour mieux les connaître. Et à partir de là, et ça va être l'exposé qui va vous être fait aujourd'hui, en tous les cas, sur ces premiers résultats vulgarisés, ces travaux de recherche vulgarisés pour une première approche, et bien voir quels outils on peut mettre en œuvre à la fédération en fonction, encore une fois, de ses aspirations et des volumes, et peut-être de la territorialité de ces cavaliers ou meneurs dits hors structure ou futurs cavaliers hors structure. Quand on dit quoi leur proposer, c'est qu'est-ce qui peut être mis en œuvre au sein des établissements équestres, au sein des poney clubs, au sein des centres de tourisme équestre, pour peut-être avoir des produits adaptés à ces cavaliers, et puis également en termes d'animation, à travers, encore une fois, les associations de cavaliers, les comités départementaux, les comités régionaux, spécialement de tourisme équestre, quels produits peuvent répondre aux aspirations de ces pratiquants. On verra que certains sont pratiquants, d'autres sont simplement détenteurs d'équidés et ne réalisent pas encore une activité avec, mais peut-être c'est une opportunité pour les faire découvrir des activités sur le cheval, en plus de celles qu'ils pratiquent à côté du cheval, quand je dis le cheval, bien sûr, du poney ou de l'âne, de l'ensemble des équidés. Donc, je ne vais pas être plus long. Merci en tous les cas d'être présents aussi nombreux. On est un peu plus de 80 pour cette visioconférence. Ces travaux, Cécilia Dotégour qui les a suivis au quotidien avec l'équipe de recherche, donc avec Céline Vial et Camille Eslan, travaux de recherche qui ont été cofinancés par la Fédération française d'équitation avec l'Institut français du cheval de l'équitation et l'INRAE, dans le cadre d'un accord conjoint. Ils ont été déjà dévoilés dans quelques articles dans la revue mensuelle La Ref et également dans l'Estafette. Et puis, nous allons continuer à les développer au fur et à mesure des trimestres à venir. En tous les cas, bonne présentation à toutes les deux. Et puis, on est à votre disposition pour répondre à vos questions à l'issue de cette visioconférence. Merci Frédéric. Donc, nous allons passer la parole à Céline Vial, pour l'IFCE, qui va nous présenter le panorama un peu particulier de ce dispositif qui est un partenariat entre une entreprise, une université et un doctorant, et puis ensuite à Camille Eslan qui nous présentera donc le résultat de ces travaux de recherche menés entre 2019 et 2000, poursuivis jusqu'en 2023. Merci beaucoup. Ensuite, Aurélie Giteau, dirigeante d'Aurelors, témoignera sur son expérience propre et partagera avec vous ses conseils et les activités qu'elle a pu proposer à ses cavaliers dits hors structure. Merci à vous. Céline, je te laisse la parole. Merci Cécilia, merci Frédéric pour votre introduction et puis pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de présenter les résultats de ces travaux. Donc ces résultats, comme l'a dit Frédéric, ils sont issus d'un programme de recherche qui est mené donc en partenariat entre l'AFFE, l'IFCE et l'INRAE. Donc l'INRAE qui est l'Institut national pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ce projet a débuté maintenant il y a 4 ans, en 2019, et il continuera encore jusqu'à la fin de cette année. Il repose donc principalement sur une thèse CIFRE qui est financée par la FFE et qui est menée donc par Camille Eslan, qui va vous présenter la suite de cette webconférence.
Camille est encadrée scientifiquement par Sandrine Costa de l'INRAE et par moi-même. Et elle est accueillie dans un laboratoire de l'INRAE de Montpellier qui s'appelle le laboratoire Moïsa. Par ailleurs, ce projet bénéficie d'un financement complémentaire du conseil scientifique de la filière équine. Et donc, la méthode qui a permis de recueillir les données sur lesquelles s'appuient les résultats présentés aujourd'hui est composée de plusieurs types d'enquêtes. Tout d'abord, des entretiens qualitatifs, donc qui sont en fait des discussions en vis-à-vis avec les individus, et également des enquêtes quantitatives qui ont été réalisées en ligne par questionnaire. Et donc tout ça auprès de professionnels de la filière équestre et également auprès de hors-structures. Donc voilà, c'est hors-structure qu'on va vous définir juste après. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis donc je passe la parole à Camille pour vous présenter la suite des résultats. Donc, bonjour à tous. Finalement, quand on parle du hors-structure, quel est le contexte dont on parle? On parle de pratiquants équestres. Potentiellement, certaines études nous ont dit qu'il pouvait y en avoir plus de 2 millions. Et en fait, on voit que cette population se développe énormément, notamment pas que dans les activités équestres, mais aussi dans d'autres sports. Par contre, on se rend compte qu'on ne les connaît pas très bien et qu'il y a des enjeux qui peuvent être par exemple sanitaires, voire économiques, parce que finalement, comme on ne les connaît pas très bien, on ne sait pas très bien quoi leur proposer, comme Frédéric nous l'a évoqué dans son mot d'introduction. Et puis qu'il peut y avoir aussi des risques. Par exemple, on peut avoir peur de gérer un équidé parce qu'on ne sait pas comment faire. Finalement, qu'est-ce que ça nous dit? Mais quelles sont les stratégies marketing qu'on peut adopter face au développement du hors-structure? Alors, le hors-structure, quelle est l'image qu'on en a? Finalement, quand on regarde Antoinette et son âne Patrick, pour ceux qui ont vu le film, on voit que les hors-structures, c'est peut-être un imaginaire d'avoir son cheval chez soi et de vivre l'amour fou avec lui, comme pour Antoinette et Patrick. Mais finalement, ces représentations-là sont quand même assez éloignées de la réalité. Donc, comment on a défini les hors-structures qu'on allait étudier dans notre recherche? C'est des cavaliers propriétaires ou gardiens de chevaux qui gèrent leur équidé indépendamment de toute structure équestre professionnelle. Donc, qu'ils soient regroupés d'ailleurs à plusieurs ou qu'ils soient tout seuls. Ça peut être des individus qui sont donc isolés, mais aussi dans un système de famille. Et ils ont des équidés sans but lucratif. Donc, l'étape 1, ça a été de caractériser les usagers qui sont de plus en plus nombreux. Pardon. On a estimé le nombre d'équidés qui est un petit peu plus facile à déterminer que le nombre d'usagers, mais le chiffre reste extrêmement vague, donc de 200 000 à 500 000 équidés sur le territoire français. Et donc, peut-être autant d'usagers, potentiellement plus. C'est encore à définir et ça sera l'objet des travaux qui vont perdurer jusqu'à la fin de l'année. On a vu que ces hors-structures ont une durée moyenne en auto-organisation, ce qu'on appelle la gestion en autonomie, d'environ 8 ans. En fait, il y a des gens qui sont en hors-structure depuis 6 mois et puis d'autres, ça va faire 51 ans qu'ils sont comme ça. Le nombre d'équidés moyens, par contre, est autour de 4. Ce qui est intéressant, vu que les chevaux sont plutôt, ou équidés, sont plutôt gardés en mode troupeau. Et un tiers de ces équidés sont gérés avec des équidés appartenant à d'autres propriétaires. Les types d'équidés sont d'ailleurs divers, que ce soit des chevaux de trait, des chevaux de sang, des mules, des ânes, des poneys, c'est vraiment très varié. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que donc, plus de la moitié des équidés seraient des chevaux retraités. Et le choix du hors-structure s'est effectué pour 12% des gens qui ont répondu au moment de la retraite, pour presque 30% avant la retraite. Et dans le cas où les deux situations sont présentées avec un cheval, ça représente 15%. On voit que les gens, même si la recherche est d'avoir un équidé à proximité de la maison, finalement, le fait de trouver des parcelles n'est pas si évident. Et on a une moyenne entre la distance de la maison et des parcelles de 4 km.
avec des gens qui ont bien sûr leurs chevaux au bout du jardin, mais aussi des gens qui ont par exemple une résidence secondaire où là, les chevaux se trouvent à plus de 500 km. Ce qu'on observe aussi, c'est que le temps moyen pour la pratique équestre est inférieur au temps moyen que les gens passent à faire les soins pendant la semaine, donc avec 8 heures de soins et entretien des pâtures par semaine. Quelles sont les motivations qui expliquent le choix de l'auto-organisation et pourquoi ces gens quittent les structures professionnelles? Donc, on voit que certains hors structure ont encore recours à des professionnels équestres, c'est bien pour nous, et notamment encore 35% se font accompagner dans leur activité autonome. Par contre, ce qui est moins bien, c'est que 95% sont passés par un centre équestre, mais que seulement 10% le fréquentent encore. Donc finalement, quelles sont les raisons d'insatisfaction? Eh bien, le bien-être des équidés et les conditions d'hébergement chez les professionnels ne conviennent pas à presque 30%, à plus de 30% des hors structures. Les raisons suivantes sont la qualité des services proposés et les tarifs pour un quart des répondants, la compétence des enseignants pour 1/5 des répondants et la vie du club et l'ambiance pour aussi 1/5 des répondants. Finalement, les motivations initiales expliquant ce choix, on pourrait croire que c'est économiser de l'argent, mais ce n'est pas forcément le choix premier. Peut-être faire plus d'activités physiques, comme c'est le cas pour les autres sports, comme le running, où les gens se mettent en auto-organisation pour garder une forme physique. Ça ne marche pas non plus pour les nôtres. Rechercher de l'autonomie, de la liberté, le contact avec la nature, peut-être en apprendre davantage. Ça, c'est peut-être des raisons qui pourraient expliquer le départ de ces pratiquants parce qu'ils ne le trouvent pas chez les professionnels. En tout cas, ça ne correspond pas. Donc, ce qu'on a repéré avec les diverses études qui ont été présentées en amont, c'est qu'on a 2 profils de hors structure qui expriment les 2 raisons initiales du choix d'auto-organisation. Et on en a fait un article dans la REF, donc le 236, vous pourrez aller le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc, le premier profil, c'est le passionné par l'animal. C'est quelqu'un qui recherche à vivre une relation privilégiée avec son équidé. Et il met l'accent sur le temps dédié à l'observation et aux soins plutôt qu'à la pratique en elle-même. Et puis, on voit qu'en fait, c'est aussi la volonté d'améliorer les conditions de vie et de bien-être de son équidé. Le deuxième profil, c'est celui qui est passionné par l'activité équestre. Et on voit que c'est souvent des gens qui sont insatisfaits par les activités proposées par les structures professionnelles. Il y a un décalage entre l'imaginaire et l'offre proposée. Je cherche à faire de la balade avec mon cheval, je stéréotype un peu et je me retrouve dans la carrière ou dans un manège. Ce n'est pas ce que j'attendais. Je vais m'auto-organiser pour faire ce que j'ai envie de faire. On voit quand même que les activités qui sont insuffisamment proposées par les structures professionnelles comme la randonnée ou le voyage avec son cheval, voire la voltige, sont des raisons pour lesquelles les gens s'auto-organisent. Et plus généralement, la manque de personnalisation de service. Il y a un troisième profil qui apparaît, qui est celui de l'auto-organisé héréditaire. C'est comme ça qu'on l'a appelé, désolé. Et en fait, on voit que c'est des personnes qui ont bénéficié d'un entourage familial déjà auto-organisé et ils reproduisent le même système d'organisation. Ce qui leur permet quelque part d'avoir une indépendance en termes de compétences parce que ça leur permet de gérer plus facilement le quotidien et les soins de leurs chevaux parce qu'ils reproduisent ou qu'ils peuvent s'appuyer sur leur famille. Et c'est la suite, c'est le lien avec la clé de l'organisation qui est l'accès aux ressources. C'est vraiment le point névralgique de l'auto-organisation. Il est évident que l'accès au foncier est fondamental parce que si on n'a pas de pré ou d'endroit où mettre ses chevaux, c'est quand même compliqué d'arriver à pouvoir s'auto-organiser. Par contre, les compétences, qu'elles soient agricoles pour gérer les prés, pour débroussailler, pour savoir si l'herbe est suffisamment nutritive, elles sont nécessaires aussi. Des compétences équestres, manipulation, connaissance des chevaux, bien évidemment, mais aussi des compétences vétérinaires sur comment faire les premiers soins, voire même quand appeler le vétérinaire.
On a le temps à disposition qui est une ressource aussi parce que finalement, soit on a du temps, soit on a de l'argent. On a du temps, on fait nous-mêmes, on apprend et on va pouvoir passer du temps à faire l'entretien des pâtures, les soins des équidés, voire pratiquer si on a envie. On a de l'argent, finalement, on peut faire appel à un prestataire qui va pouvoir nous remplacer ou nous suppléer sur certaines tâches. Mais malheureusement, il y a quand même quelques aspects négatifs à l'auto-organisation. C'est une contrainte de présence. Il faut être présent pour surveiller ses chevaux, il faut être présent pour les nourrir, pour vérifier qu'ils ne se soient pas échappés. Et pour les répondants, ils nous mentionnent une prise de risque perçue importante, c'est-à-dire qu'ils ont peur de faire des erreurs quand ils sont en autonomie. Et ça les inquiète beaucoup. Finalement, on voit qu'il y a un système d'adéquation entre les valeurs des hors-structures et celles qui sont recherchées ou proposées par les centres équestres. Et que si cette adéquation fonctionne, ils vont pouvoir trouver des ressources auprès des centres équestres. Si ça ne fonctionne pas, ils restent complètement en autonomie en hors-structure. On a regardé ensuite quel profil d'organisation pouvaient avoir les hors-structures. Donc ça fait aussi partie d'un article qui a été publié dans la REF, que vous pourrez aussi aller voir. On voit qu'il y a 4 types d'organisation. La solo, donc je suis seule à m'occuper de mes chevaux, est majoritaire à 45%. Ces individus gèrent donc tout seuls leur équidé et ils sont souvent assez proches de leur habitation, on voit à environ moins d'1 kilomètre. L'idée, c'est qu'ils veulent vivre le plaisir au quotidien avec leur cheval et ça n'a pas de valeur, c'est ce qui m'a été dit dans les entretiens. Ils ont un niveau équestre supérieur, notamment au groupe des gens qui sont organisés en famille ou avec des amis. Et leur niveau équestre est donc au moins un galop 6. Par contre, ils nous mentionnent des difficultés, notamment liées à l'entretien des parcelles agricoles. Si on regarde maintenant la gestion en famille, c'est ce qui permet, comme je vous l'ai dit précédemment, d'accéder plus facilement aux compétences et aux ressources nécessaires pour être hors structure. On voit que le nombre de chevaux détenus est d'ailleurs plus élevé que chez les autres groupes, avec 4 chevaux en moyenne détenus, plus de 4 chevaux en moyenne détenus. Et par contre, eux éprouvent des difficultés pour faire les soins quotidiens. La gestion avec des amis, donc pour 18% des répondants, ça permet effectivement d'alléger le temps des tâches liées aux entretiens, des pâtures, aux soins, à donner de l'eau, ce genre de tâches qui sont répétitives et le fait d'être en groupe permet justement de soulager les gens. Par contre, ce qui nous a été relaté, c'est que pour fonctionner en groupe, il faut avoir le même mode de fonctionnement parce que sinon, ça finit toujours par où les gens s'auto-organisent, ou ils retournent vers des systèmes qui leur conviennent mieux. On a un petit système d'organisation avec des professionnels pour 6% des répondants, ce n'est pas beaucoup. On va essayer de développer ça avec cette visio. Donc, ces gens qui sont organisés avec des professionnels sont pour 66% des gens qui ont un diplôme supérieur au galop 6. Donc, ils ont passé quand même un peu de temps dans les structures équestres. Et en fait, l'utilisation des pros, ça leur permet de compenser leur absence, notamment avec des systèmes de gardiennage, de pension et d'hébergement. Et ça leur permet aussi d'accompagner les soins quotidiens. Effectivement, les pros sont souvent plus loin, donc on voit que l'accès aux chevaux est plus éloigné avec, entre la distance de l'habitation et les parcelles, environ 50 km. Quelles sont les activités privilégiées par les hors-structures? Finalement, on voit que c'est extrêmement diversifié. On a 4 profils de pratiquants. Donc, on a les baladeurs, et les baladeurs sont des gens qui veulent se promener, monter comme on peut l'imaginer classiquement, mais surtout à pied.
Et le cheval, en fait, leur sert de porte-matériel, si je peux me permettre. Cheval de bas. Ils ont effectivement moins d'équidés que la moyenne parce qu'ils ne sont pas forcément associés à un espace fixe. Ils peuvent être itinérants. Et ils ont passé moins de temps en club que la plupart des autres hors structure. Par contre, c'est des gens qui sont dans ce système d'organisation depuis très longtemps et qui le maîtrisent parfaitement. Le deuxième profil, c'est les classiques. Donc, ils pratiquent souvent les disciplines olympiques, ils peuvent être compétiteurs ou pas, mais pratiquent assez couramment en club, ce qu'on appelle des hybrides. Ils ont un haut niveau d'études et c'est souvent des gens qui font partie de classes socio-professionnelles un peu supérieures. Les multidisciplinaires sont des gens qui privilégient de nombreuses activités. On avait jusqu'à 9 disciplines pratiquées différentes. En moyenne, ils pratiquent plutôt autour de 4 activités. Et en fait, leur spécificité, c'est qu'ils recherchent des expériences nouvelles qui leur permettent de découvrir notamment l'éthologie, le travail à pied, mais aussi l'attelage, comme c'est présenté sur la photo. On a une autre catégorie qui est les anciens professionnels. C'est des gens qui, en fait, ont tous un diplôme d'enseignement et qui pratiquent encore un peu la compétition pour plus de la moitié. Et c'est souvent, en fait, le hors-structure pour pouvoir placer des chevaux retraités et offrir une belle retraite à leur cheval. Mais on a aussi 2 profils de pratiquants qui ne sont pas pratiquants. Donc, en fait, il y a les observateurs qui ont des équidés, notamment pour leur offrir une belle retraite, mais aussi pour avoir des équidés qu'on appelle de compagnie. Donc, c'est des chevaux qui, on peut imaginer avoir un aspect un peu thérapeutique aussi, apaisant, le plaisir de l'avoir au fond du jardin, d'aller le voir, de le brosser. Le profil de ces non-pratiquants, c'est que globalement, ils ont passé très peu de temps en club. Et par contre, s'ils pratiquent encore, ils sont toujours en pratique hors structure, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller vers des structures professionnelles pour monter à cheval. Ils vont plutôt aller faire de la balade entre amis. Et bien sûr, ils ne sont absolument pas compétiteurs. Et puis, le deuxième profil de non-pratiquants, ce sont des non-cavaliers, donc eux ne montent pas du tout sur leur cheval. Par contre, ils peuvent faire du travail à pied. Et ils ont eux aussi moins passé de temps dans les clubs. Par contre, ils vont aimer des choses un peu plus modernes, nous dirons, comme la médiation équine, la communication. Ils éprouvent des difficultés liées aux soins avec les équidés. Donc, il y a un petit levier ici pour vous, pour pouvoir attirer ces gens. Par exemple, dans le cadre de la pratique équestre, comme ces disciplines olympiques sont peu privilégiées, comme on a vu dans le type de pratique, peut-être que vous pourriez proposer des activités assez régulièrement ou occasionnellement lors de stages ou de journées à thème sur d'autres disciplines que ce que vous faites actuellement dans vos structures, comme sur l'éthologie ou, que sais-je, l'attelage. On voit aussi que chez les hors-structure pratiquants en structure professionnelle et qui ont des chevaux à la retraite, ça peut être un levier pour vous pour placer vos chevaux qui sont en fin de carrière dans vos structures. Peut-être qu'ils seront intéressés pour avoir un 2e, 3e ou 4e cheval parce que dans les âges, on sait que les chevaux ne sont pas éternels et ça peut permettre de faire un compagnon à leur cheval qui est chez eux. Comme on a vu, il y a beaucoup de gens qui recherchent et qui éprouvent des difficultés sur les besoins et les soins. Ne pas hésiter à proposer des cours juste sur les soins et l'entretien des équidés ou des séances d'observation sur repérer une blessure ou comprendre le comportement de l'animal en troupeau ou en boxe ou à l'extérieur. Donc, on voit qu'il y a un marché à investir, que notamment le phénomène d'auto-organisation est associé à la passion et au lien avec le cheval, mais ça correspond surtout à un mode de vie de ces usagers-là. Qu'ils ont des attentes en termes d'activité équestre qui ne sont toujours pas satisfaites, qu'il faut des ressources, temps, argent, compétences,
qu'ils recherchent l'autonomie, donc les réintégrer dans une structure n'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire, mais par contre, on peut les accompagner. Et qu'ils ont des besoins, des difficultés, justement, nécessitant cet accompagnement. Et leurs contraintes, on les a déjà évoquées, de présence, et donc là, on peut peut-être les aider. Donc, comment faire pour ces hors-structures qui ne souhaitent pas revenir vers les structures professionnelles, pardon. On peut les accompagner pour leur offrir des services et faciliter une autonomisation adaptée. Comment? En développant une offre de service. L'offre à disposition. On a posé la question aux hors-structures de qu'est-ce qu'ils avaient à disposition autour de chez eux. Des services d'enseignement, un accès aux infrastructures, 40% nous répondent on a ce qu'il faut autour de chez nous. Par contre, 18% nous disent on n'a pas l'offre à disposition ou elle n'est pas adaptée à mes besoins. Pour l'hébergement et le transport des équidés, 19% seulement sont satisfaits par une offre de transport et notamment 2/3 de ces gens qui recherchent une offre de transport souhaiteraient le faire avec un professionnel. 25% nous disent qu'ils sont satisfaits pour l'hébergement. Donc, tout va bien. Par contre, les 10% qui n'ont pas d'offre de transport à disposition, peut-être que vous avez un levier, un équipement, un camion, un van à leur proposer qui pourrait justement peut-être vous permettre de rentrer en contact avec ces hors-structures. Et 15% ont malheureusement pas de service de pension ponctuel à disposition quand ils partent en vacances. On voit donc que finalement, il y a peut-être une réadaptation des modèles et des projets de club qui est envisageable pour pouvoir mieux accompagner ces usagers hors structure. Les besoins des hors structures, en fait, qu'est-ce qu'ils ont besoin, tous ces gens? Ils nous expriment pour 64% d'entre eux des difficultés et des besoins. Donc, il y a des leviers pour vous. Les besoins en pratique. Ils veulent trouver un coach qui est adapté à leurs attentes. Donc, il faut cibler les attentes de ces hors-structures pour pouvoir leur proposer des prestations adaptées. Ils veulent trouver des cavaliers et des chevaux avec qui à partir en balade. Peut-être vous avez moyen de mettre en contact des gens qui cherchent cette même pratique. Et ils veulent avoir accès à des itinéraires ou des chemins équestres balisés que potentiellement vous connaissez ou que Géoportail, le site de la FFE, peut proposer. Et vous pouvez peut-être les orienter vers ce site. On voit que les difficultés principales sont quand même pour la pratique, mais aussi pour les services agricoles. Si vous avez une structure professionnelle où vous faites polyculture, élevage, vous allez capter les hors-structures autour de chez vous parce qu'ils sont intéressés par ces services-là. En fait, ils cherchent à avoir des parcelles, donc ça, peut-être vous en avez à disposition, peut-être pas. Acquérir des connaissances agricoles, si vous en avez, vous pouvez peut-être les partager avec eux, ou tout simplement accéder à du gros matériel agricole comme un tracteur, un gyrobroyeur, ou aussi tout simplement du matériel pour débroussailler. Les infrastructures. Selon ce que vous avez chez vous, vous pouvez peut-être permettre l'accès à un manège, à une carrière, une surface de travail qu'ils recherchent, un rond, ou peut-être vous avez un terrain extérieur aménagé chez vous, comme un terrain de mountain trail ou de cross. Ouvrir à la location ces infrastructures peut aider le contact. On voit qu'ils recherchent, comme je l'ai précisé avant, aussi du matériel pour le transport, donc encore un levier. Voilà. Le dernier besoin, le soin lié aux soins et à la gestion quotidienne. Donc, sur tous ces besoins, on va faire un article qui va paraître dans les prochains mois, je ne sais pas quand exactement, dans la REF, donc vous pourrez le voir. Et on voit en fait que sur les soins, il faut un relais pour la surveillance, le gardiennage, mais aussi de la formation aux soins généraux, notamment
comment je nourris mon cheval, comment je peux utiliser mes pâtures pour mieux nourrir mon cheval, ou des compétences un petit peu plus spécifiques liées au parage du pied, au massage. Et peut-être que si vous faites une intervention dans votre structure, vous pouvez l'ouvrir au hors-structure. Les perspectives du projet. Aujourd'hui, on a une petite enquête auprès des hors-structures qui est en cours, qui est diffusée via les réseaux sociaux. Donc, elle permet de déterminer quels sont les types de services que les hors-structures cherchent spécifiquement et quel prix seraient-ils prêts à mettre pour payer auprès d'un professionnel ce service. Et on va faire son pendant auprès des professionnels, et donc l'enquête sera diffusée via la FFE avant la fin de la semaine. Et vous pourrez y répondre et nous dire effectivement quel service vous pourriez proposer et à quel tarif. Comme ça, on pourra faire le lien entre les deux et ça va nous permettre d'avancer, notamment en essayant de faire des tests de services possibles à destination des hors-structures et que vous puissiez mettre en application dans vos propres structures professionnelles. On a diverses publications en cours, comme on l'a exprimé, donc aussi bien dans la REF que dans l'estafette, mais aussi dans d'autres supports, notamment sur des conférences scientifiques, des articles scientifiques, et puis sur des présentations auprès de l'IFCE. Sur les services, nous allons faire une webconférence à l'automne qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur les clés des services pour les hors-structures. Les publications fédérales dont on a parlé, donc effectivement, la REF numéro 232, 236 et 239 qui sont déjà publiées, un article dans l'estafette et un autre qui sera à venir pour l'été. Des ressources sur le site de l'IFCE, qui est partenaire de cette recherche, donc avec des fiches Equidé et puis des fiches Wikipédia un petit peu thématiques qui seront apparaître à venir, c'est en cours de publication. Et puis des ressources sur le YouTube de l'IFCE avec des présentations scientifiques vulgarisées qu'on a fait en 2022. Et puis, on va refaire des présentations en 2023. Donc, si vous participez aux journées scientifiques de l'innovation et de la recherche équine à Saumur, vous pourrez nous voir avec nos travaux. Et donc, par rapport à tout ça, on va avoir le témoignage d'Aurélie Gipto qui va nous permettre d'avoir le regard des professionnels sur les hors-structures. Aurélie, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Super. Merci Camille. Pour tout simplement, alors bonjour à tous déjà. Et donc pour tout simplement rejoindre ce que vient de dire Camille, donc j'ai fait mes petites notes à côté parce que du coup ça m'a rappelé quelques souvenirs. Donc effectivement, j'ai des cavaliers qui arrivent au centre équestre généralement parce qu'ils ont des problèmes chez eux. Donc par exemple, embarquer son cheval en vent ou en camion. Donc, c'est là que j'ai développé en fait différents stages. Donc, embarquer son cheval en vent en fait partie, donc sur une journée, avec un petit peu de théorie le matin. Comme ça, ça me permet aussi de faire quelques rappels sur la réglementation. On peut aussi proposer, alors depuis les vacances de la Toussaint de l'année dernière, je propose des journées d'immersion à l'écurie. Donc, en fait, les gens viennent et passent la journée avec nous. Et en fait, ils nous posent des questions sur l'alimentation, l'abreuvement, les soins, la vie au troupeau. Alors, c'est beaucoup d'observations, il faut prendre le temps. Et c'est souvent, en fait, ça que je pense qu'on fait mal ou qu'on n'a pas trop envie de faire, c'est de prendre le temps, en fait, pour ces gens-là, parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre. Donc, c'est vrai qu'on aime bien quand c'est facile. Donc, ils viennent pour un forfait annuel ou pour un cours particulier ou pour une balade. Donc là, c'est vrai que notre offre est déjà préparée, c'est hyper facile à vendre et on n'en parle plus. Alors que là, en fait, c'est des personnes qui nous demandent un peu plus d'attention et c'est des gens aussi qui voilà, ont envie de liberté, ils ont envie de le faire par eux-mêmes. Ils y mettent vraiment tout ce qu'ils peuvent pour réussir, mais ils rencontrent quelques petits soucis et je pense que c'est quand même sympa d'être là
pour les aider justement à régler ces petits soucis. Et ensuite, on a des cavaliers en fait qui reprennent contact comme ça gentiment. Je le vois moi avec certaines cavalières qui venaient 2-3 fois dans l'année. Maintenant, c'est tous les mois. Maintenant, ils me demandent des cours toutes les semaines. Et du coup, qui finissent par reprendre un forfait annuel, des balades régulières. Et donc, c'est souvent en fait des personnes qui ont eu des soucis avec une première expérience pas toujours sympathique avec le centre équestre et qui du coup sont refroidis, ne veulent pas du tout revenir. Et donc voilà, la porte n'est jamais fermée, il faut quand même rester en contact avec eux et ils reviennent gentiment. Donc comme je disais aussi, il ne faut pas leur sauter dessus et leur vendre tout de suite le forfait annuel et la licence de la Fédé, parce que sinon ils font demi-tour. Il faut voilà, faire un cadre, comme je disais aussi, c'est un peu de pédagogie et de langage. Voilà, il faut mettre les formes et les rassurer et pas leur dire que vous allez les emprisonner dans votre centre équestre et leur vendre tous les forfaits et toutes les disciplines en plus classiques. Donc pour ma part aussi, donc j'en avais beaucoup qui ne voulaient pas partir en balade trop loin de chez eux parce qu'ils n'y connaissaient rien en topo. Donc on a fait des journées aussi sur la topographie, sur les bases de la topo. On n'est pas parti sur des calculs d'azimut, mais vraiment les bases. Donc ça a aidé pas mal de personnes à partir ailleurs que chez eux. Et puis du coup, j'ai toujours ma petite casquette de CDTE qui déborde. Et du coup, je les attire aussi vers le balisage équestre, parce que je leur fais comprendre que plus on est de baliseurs et plus on va créer d'itinéraires et plus on va pouvoir se balader aussi. Donc voilà, tout se lie. J'ai noté aussi donc, les certificats de connaissances. Donc en fait, il y en a 5. Et selon ce qu'ils veulent comme connaissance, eh bien, vous pouvez vous diriger vers la maréchalerie, les soins. Alors, les soins des équidés, c'est ce qui marche le mieux. Ils sont friands de tout ça, de savoir comment réagir face à une colique, le cheval qui fait de l'emphysème, des petites choses comme ça qui, pour nous, paraissent très simples, mais qui, eux, ils paniquent, ils n'ont pas toujours les bons premiers gestes de secours, on va dire. Et donc, du coup, ils paniquent et d'être là pour les rassurer et de leur donner aussi les numéros des bons professionnels pour s'occuper de leurs chevaux, ça c'est important. Et puis là, donc, je vais vous donner mon idée. Je voulais faire aussi une journée pour, avant de devenir propriétaire d'un cheval et d'organiser une journée, en fait, devenir propriétaire d'un équidé et leur donner, en fait, toutes les cartes avant d'aller acheter un cheval et de m'appeler dans 6 mois pour dire que ça ne va pas. Donc voilà, c'est vraiment leur donner, pas leur couper l'envie d'avoir un cheval, mais juste qu'ils conscientisent vraiment les responsabilités d'être détenteur d'équidés, de prendre conscience aussi des soins, de monter tout seul chez soi, c'est pas toujours très facile non plus. Et donc leur donner voilà, toutes les cartes possibles pour pouvoir être tranquille et vraiment prendre une décision réfléchie de savoir si j'achète ou j'achète pas mon cheval. Voilà, donc je pense avoir fait tout le petit tour. Mais en tout cas, voilà, faut pas avoir peur de personnaliser ces offres. Je sais, ça prend un petit peu de temps, mais et encore qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà faites, comme les programmes des certificats de connaissances, ça c'est déjà fait. Il y a juste à organiser une journée, caler une date et faire de la communication et de nous rendre accessibles parce qu'on n'est pas toujours, on ne prend pas le temps, on n'est pas toujours très agréable au téléphone parce que justement on n'a pas le temps. Et du coup, ils ne reviennent pas et ça ne donne pas des bons points pour nous, quoi. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire et de n'avoir rien oublié, de vous avoir donné un petit peu envie de relier le contact avec ces personnes. Merci Camille, merci Aurélie, merci Céline aussi pour votre présentation et votre témoignage. Peut-être Aurélie, pour rebondir sur ton retour d'expérience, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment finalement c'est nouer le contact avec les cavaliers hors structure? Voilà, le premier pas, on a évoqué que 95% étaient passés par un centre équestre, un établissement équestre. Est-ce que c'est
toi, du fait de ton activité et de comment elle est perçue à l'extérieur, ou est-ce que c'est des gens qui sont venus spontanément? Comment s'est passé finalement le premier contact avec les cavaliers hors structure? Bah, j'ai un petit peu les deux. J'ai des gens qui sont, on va dire, curieux et en même temps un petit peu, je trouve pas le mot, ils trouvent un peu la structure, entre guillemets, un peu bizarre parce que voilà, je suis en pleine nature, je propose de la balade. Et donc, ils s'y retrouvent un petit peu chez moi, en fait, par la nature. Les chevaux sont en troupeau, dehors. Donc, du coup, ils font un parallèle entre leur structure à eux perso et la mienne. Donc, c'est des gens voilà, qui arrivent à l'improviste et qui viennent faire un petit peu les curieux et voir un peu comment ça se passe sur place. Et puis après, j'ai aussi toutes les publications que je fais sur Facebook, sur ce que je propose. Et voilà, le premier contact, en fait, c'est des petites questions vite fait comme ça sur Facebook pour voir si on répond et si on répond bien à leurs questions, si on laisse laisser un peu d'ouverture. Et puis aussi pas mal de gens, je n'ai pas le calcul exact, mais on va dire peut-être 50-50, on va dire autant de gens qui viennent à l'improviste sur place que qui prennent contact directement sur le site ou sur Facebook. Et autre question avant de passer aux questions qui ont été posées dans le fil de discussion. Quels sont les avantages, les atouts de l'offre dédiée que tu as construit autour de la demande ou des besoins d'accompagnement des cavaliers hors structure? Quels avantages de cette offre dédiée pour le développement de ta structure de façon très concrète? On l'a bien vu dans ton retour d'expérience, mais de façon concrète, voilà, comment tu le résumerais, les avantages de cette offre dédiée pour le développement de ta structure? Eh bien, en fait, donc c'est des week-ends, alors, par exemple sur des journées de stage. Donc, économiquement, voilà, c'est des journées de stage qui se remplissent quand même assez bien et assez vite par les réseaux sociaux, grâce aux réseaux. C'est aussi ce que je trouve bénéfique, c'est le contact aussi avec les personnes. Et puis, s'occuper mieux des équidés dans l'ensemble et que voilà, par rapport à la sécurité, par rapport à tout ça, sur l'embarquement des chevaux, par exemple, le transport, il y a quand même plein de points positifs. C'est aussi des gens qui vont continuer à être cavaliers et c'est vrai que comme je pense à quelqu'un là qui avait vraiment eu une très mauvaise expérience à cheval, bon, c'est vrai que ça a été long de la remettre en confiance, de recréer le lien avec son cheval. Mais au bout du compte, voilà, il n'y a pas que le côté financier, il y a le côté humain et le côté cheval où si on arrive à les remettre, à reconnecter le cheval avec le cavalier, d'avoir de bonnes expériences. Après, c'est des personnes voilà, qui participent à nos randos, à nos balades, qui viennent sur les différentes animations. Comme là, par exemple, ce week-end, on fait une rando gourmande. J'ai 50 cavaliers qui viennent et j'en ai que 10 de l'écurie. Tout le reste, c'est des cavaliers extérieurs qui ne font pas partie de mon écurie. Donc, voilà, c'est tout ça sur les points positifs. Après, le seul inconvénient, c'est voilà, juste prendre un peu de temps pour eux. Très bien. Merci beaucoup, Aurélie. Question qui a été donc posée dans le fil de discussion. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poster dans cet espace-là. Les écuries Pierre de Lune qui nous posait la question: est-ce que le Covid et l'impossibilité d'accès aux structures équestres ont amplifié le phénomène de pratique hors structure? Ouais, je pense. Vas-y, Camille. Alors, sur le côté accès à la nature, recherche de l'équitation, je pourrais dire oui, potentiellement. Sauf que l'auto-organisation, c'est quand même d'avoir un chez soi. Et moi, de ce que j'en ai vu, ça n'a absolument pas eu d'impact. Désolée. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être que c'est des gens qui se sont dit effectivement, ça serait une bonne solution, mais que le process peut être un peu long et que finalement,
ils vont peut-être passer le cap à un moment ou un autre. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a vu. Frédéric a levé la main, mais... Oui. Oui, non, mais Camille, je t'ai laissé répondre. C'était mieux que ce soit toi avec un angle scientifique. Mais non, mais effectivement, tu le précises, c'est un processus plutôt long de s'organiser. Donc, ça va peut-être accélérer la réflexion chez certains. Et puis, ne perdons pas de vue que, bien sûr, ça a été un choc pour tout le monde, la fermeture des écuries, des établissements équestres lors du confinement. Mais ça a duré quelques semaines, depuis le mois de juin de la même année, juin 2020. Aucun établissement équestre n'a refermé depuis, donc bien sûr, ça a été trop long, mais en tous les cas, contrairement à d'autres activités qui sont restées fermées parfois pendant 1 an et demi. Donc voilà, je ne pense pas que, compte tenu de ce qu'on vient d'écouter et on va dire, du mûrissement du processus, ça peut être un déclencheur ou un accélérateur, mais en tous les cas, ce n'est pas en 8 ou 10 semaines que l'on s'organise de la sorte. Merci pour ces précisions, Frédéric et Camille. Autre question, plutôt adressée à Aurélie. Quel tarif proposez-vous pour les prestations, donc pour attirer les cavaliers extérieurs, partis aussi à cause des tarifs centres équestres? Dixit, la question. Alors, au niveau des tarifs, donc, comme j'ai dit, n'essayez pas de leur vendre un forfait annuel. Partez plutôt sur des stages. Donc, stage à la journée, on va dire à partir de 65-70 €. Après, tout dépend des thèmes qui sont abordés. Et les journées immersion, on va dire, elles sont autour des 20-30 € par personne. Ils font pas de cheval, hein. C'est vraiment, ils nous suivent toute la journée juste pour observer comment on travaille, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Ils nous posent des questions. C'est vraiment juste de l'accompagnement, de l'observation. Et pour la rando gourmande, donc je vois déjà la question. Et pour la rando gourmande, donc là, il y a une... donc déjà, c'est complet pour les inscriptions. Je n'accepte plus personne. Mais donc pour la rando gourmande, donc c'est avec l'association, donc les tarifs sont différents, c'est pas les tarifs professionnels. Donc avec l'association, c'est 20 € par cavalier. Voilà. Et on a une 50aine de cavaliers qui sont présents. Et puis, si je peux me permettre, tout à l'heure, j'ai vu aussi une question par rapport aux enseignants qui se déplacent à domicile. Donc oui, c'est une opportunité pour eux d'aller faire les cours chez eux. Mais si ils abordent, on va dire, ils n'ont pas besoin de vraiment savoir comment faire une épaule en dedans. C'est pas ce qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent, c'est vraiment se faire plaisir, les bases, vraiment les bases de l'équitation, tourner, s'arrêter, être en osmose avec leurs chevaux. Ils ne demandent pas beaucoup de choses techniques, c'est vraiment passer du bon temps avec leur cheval. C'est vraiment tout ce qu'ils demandent. Et voilà, un enseignant qui va chez eux, c'est une très bonne idée, mais il faut essayer de vous adapter à leurs demandes et à pas essayer de les transformer pour qu'ils ressemblent aux cavaliers, on va dire, de structure un peu plus classique. Et si je peux me permettre, sur les tarifs, eh ben justement, revenez à la webconférence de l'automne, on vous en dira plein de choses. Une dernière question, ou en tout cas une des dernières. Pouvez-vous nous donner une idée de la taille de l'échantillon? Donc, on a interviewé en face à face 30 personnes. Globalement, c'était un échantillon qui avait été choisi pour être diversifié et sur la France entière. Donc ça a été la première étape de l'enquête. Et ensuite, on a diffusé sur les réseaux sociaux un questionnaire en ligne où là, on a eu plus de 850, je crois, mais approximativement à quelques numéros près. Donc 850 personnes qui ont répondu et donc ça nous a permis d'avoir un échantillon de 630 hors structure exclusivement qu'on considère comme représentatifs parce qu'ils étaient aussi globalement en France entière. Voilà. Merci Camille. Est-ce
s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient une question, une remarque à nous partager? Profiter des travaux de Camille, Céline et du témoignage d'Aurélie. Oui, bonjour. Pardon. Pardon Valérie, je vous coupe la parole. Allez-y, c'est pas grave, allez-y. Oui, donc là, je souhaitais, oui, pour le Val d'Oise, hein, donc c'est un département semi-urbain, vraiment exprimer effectivement le souci ou la fuite de ces cavaliers et des établissements. Et c'est vraiment un sujet qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Et je remercie vraiment Camille dans le sens de son exposé où je suis souvent critique, j'en suis connu pour cela par rapport aux différentes interventions. Et là, aujourd'hui, j'adhère totalement à l'analyse que vous en faites. Et effectivement, il y a vraiment un grand besoin de sensibiliser nos dirigeants. Et plus particulièrement, je dirais, les dirigeants de plus de 40 ans qui sont installés dans un modèle et qui ne veulent pas en sortir et qui ont effectivement un peu de difficulté à entendre que le loisir prime sur le sport ou la pratique encadrée et comment ouvrir, comme vous l'avez suggéré éventuellement au travers de week-end ou autre, une ouverture sur ces gens qui sont totalement à l'extérieur. Et nous, on le voit bien actuellement sur le Val d'Oise, il y a plus de chevaux à l'extérieur des établissements FFE que des chevaux à l'intérieur des établissements. Donc, c'est une prise en compte qu'il faut vraiment avoir et on ne peut absolument pas s'en dégager parce que ce n'est vraiment pas un souci léger, parce que c'est probablement, si on ne veut pas nous responsabiliser, probablement à terme, entre le problème d'animalisme et autre chose, c'est peut-être à terme la fin des structures de clubs urbains. Simplement, voilà. Bonjour, j'aurais voulu prendre la parole. Je suis en Eure-et-Loire, donc et là, depuis quelque temps, effectivement, on a constaté l'augmentation de gens qui partent pour partager des prés, et parce que effectivement, les pensions sont moins chères. C'est des gens qui achètent des maisons de campagne, qui ont avec 2 hectares. En Eure-et-Loire, il y a beaucoup de maisons de ce genre. Et du coup, ils ont la possibilité de prendre des chevaux en pension. Mais du coup, on ne sait pas dans quel cadre. Les gens quittent la structure pour dire, bah voilà, j'ai trouvé un pré avec des gens qui ont aussi un cheval. Mais du coup, on ne sait pas dans quel cadre. Donc, on ne sait pas si c'est légal, si les gens se sont bien déclarés. Et en plus, par rapport aux structures, économiquement, on est hors catégorie pour eux. On dit que ce n'est pas financier, mais je suis sûre que finalement, c'est financier. Ça leur coûte moins cher d'aller chez quelqu'un qui n'est pas professionnel, qui ne propose pas forcément tout ce qu'il faut pour le cheval. Et on en a déjà vu, puisqu'il y en a qui sont revenus vers nous en disant, au bout de 6 mois, mon cheval, en fait, il a perdu 50 ou 60 kilos. Il n'est pas bien et ça se passe mal avec le cheval du copain, donc on revient. Donc c'est vrai qu'il y aurait peut-être aussi une étude au fait sur la légalité des structures qui hébergent les chevaux. Alors, je vous remercie. Oui, bonjour à tous, Valérie Dalaudier, présidente du CNTE, mais là je vais parler vraiment moi en tant que professionnelle, puisque j'ai un centre équestre, un centre de tourisme équestre depuis 1995. Et pour rebondir en fait avec ce qui vient d'être dit, moi finalement les cavaliers indépendants, ils sont souvent venus me voir parce qu'ils avaient besoin d'aide dans le travail de leurs chevaux, parce que souvent ils achetaient des chevaux, des trotteurs en général pas très chers, et ils sont plutôt au départ venus vers moi pour que je travaille leurs chevaux, pour les rendre, on va dire, pratiques en extérieur. Et du coup, en fait, moi, j'ai toujours eu des cavaliers indépendants qui viennent régulièrement chez moi, donc soit par rapport au travail du cheval, et aussi pour prendre des cours avec leurs chevaux. Donc, comme disait Aurélie, ça veut dire aussi qu'on doit être capable de s'adapter vraiment à la demande de ce qu'ils attendent de nos cours, en fait. Ils ne veulent pas forcément faire du classique, ils veulent plutôt une équitation de loisirs. Ils vont plutôt, s'ils ont envie de faire un peu de compétition, faire de l'endurance ou faire du trek. Et donc, ou alors, quand ils ne font pas de compétition, de la rando. Et je pense qu'il faut vraiment réussir à nous adapter à leurs besoins à eux.
parce que, comme le disait aussi Aurélie, c'est des gens, finalement, si ça accroche un peu, si on passe un peu de temps avec eux, qu'on les aide à bien gérer leurs chevaux, souvent ils reviennent quand on organise des compétitions, des randos, ou quand on a besoin de bénévoles, ils sont assez souvent là. Donc voilà, et puis on a aussi, moi j'ai aussi des cavaliers indépendants qui viennent parce qu'ils viennent prendre leur licence chez moi et qu'on voit peut-être que 2 ou 3 fois dans l'année pour prendre leur licence ou pour participer à tout ce qui touche plutôt au tourisme équestre ou à l'équitation de loisirs. Voilà. Et après, je suis aussi complètement d'accord avec Aurélie. Quand on organise des stages sportifs, en tout cas par rapport au trek, des stages d'une journée ou sur un week-end, je pense qu'on a plus de 80% des gens qui sont des cavaliers indépendants avec des chevaux chez eux, quoi. Et là, qui cherchent vraiment à venir travailler de la technique à cheval sur ce thème-là. Voilà. Merci. Merci pour vos remarques et témoignages. 2 prises de parole avant de clôturer cette visio. Il est 13h03 et c'est notre contrat moral avec les personnes qui assistent à ces visios. C'est 1 heure de votre temps. Peut-être Céline ou Jean-Luc Vernon pour les dernières prises de parole avant de clôturer la visio. Oui, bonjour à tous. Merci Cécilia. Juste une intervention rapide par rapport à tout ce qui a été dit, notamment au niveau des tarifs. Parce que j'ai la faiblesse de penser que lorsqu'un client ou quelqu'un veut un service, il est prêt à mettre le juste prix pour ce service. Donc peut-être que moi, ce qui me serait intéressant de savoir, c'est jusqu'à quel prix ces hors structures sont prêts à payer le service qu'ils désirent, en partant du principe, bien entendu, que ce service sera de qualité et à la hauteur de leurs attentes. Parce qu'encore une fois, notre travail, il a une valeur. Là, de ce que j'entends des tarifs, ce sont des tarifs qu'on peut proposer dans nos structures. Alors moi, je suis un cas atypique parce qu'on est en pleine ville, que club urbain dans le 92, mais les tarifs de stage que j'entends, c'est les tarifs de stage qu'on propose à nos clients inscrits au club avec des forfaits, donc qui consomment sur des tarifs forfaitaires. Et peut-être qu'il y a une étude tarifaire à faire sur les services à proposer et sur ces hors structures et sur les professionnels qui pourraient proposer ces services. Oui, du coup, j'en profite pour vous répondre. Avec Camille, on a une enquête là, qui est en cours auprès des hors-structures, justement, pour essayer de voir un petit peu leur consentement à payer sur différents types de services, pour essayer de déterminer justement des tarifs possibles. Donc voilà, pour tout un éventail de services. Donc ça, on vous donnera les résultats à la prochaine webconférence qui aura lieu, et puis à travers des publications aussi. Et cette enquête va aussi être déployée auprès des professionnels pour voir de l'autre côté offre, qu'est-ce qui serait envisageable et voilà, qu'est-ce que les prestataires sont prêts à proposer et également à quel tarif, pour voir à quel point on peut faire réussir à faire rencontrer l'offre et la demande. Exactement. Voilà. Cette question, elle est motivée par ma pensée qui consiste à dire qu'on a toujours tendance à ne pas oser proposer le juste prix en tant que professionnel. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut oser avoir conscience que c'est des prestations qui sont à adapter, qui sont vraiment personnalisées, que ça vous demande du temps de travail et de l'investissement. Et ça doit être valorisé, effectivement, en termes de tarifs. Tout à fait. J'avais levé la main parce qu'il y avait une question un petit peu plus haut dans la discussion qu'on a sautée par rapport au statut agricole. Il y a une personne qui demandait si le fait d'avoir des chevaux ou des hectares en étant hors structure pouvait permettre, leur donner systématiquement le statut agricole. Donc la réponse est non. Le statut agricole, il y a beaucoup plus de paramètres nécessaires pour l'obtenir, notamment un diplôme agricole ou le fait de transformer un produit agricole, en fait, de soit faire naître des chevaux, soit faire de la valorisation de jeunes chevaux ou autre. Enfin, les conditions sont détaillées, doivent être regardées, mais voilà, ça ne suffit pas. Voilà. Merci Jean-Luc, merci Céline.
Merci Céline, merci Camille pour cette présentation des travaux de recherche et à la fois les entretiens qualitatifs et quantitatifs qui permettent, au-delà de l'empirique, d'objectiver via ces travaux scientifiques les besoins et les attentes des cavaliers hors structure. Je l'évoquais tout à l'heure en introduction, l'optique c'était vraiment une recherche appliquée et d'identifier finalement les passerelles entre ces cavaliers hors structure et puis l'association de cavaliers, l'association de meneurs, le club, quelles étaient les opportunités pour développer son activité. On a vu un panel d'outils, notamment par exemple la capacité des tenteurs d'équidés, les ressources autour du tourisme équestre et de l'équitation de pleine nature qui permettent de répondre à ces besoins, à ces attentes. Mais l'opportunité aussi de faire la passerelle entre les cavaliers hors structure et les adhérents de la fédération, qu'ils soient donc club ou association de cavaliers, c'est également de valoriser ses compétences. On l'a bien vu, c'est ce qu'il recherche, valoriser son savoir, son savoir-faire. Merci donc à Aurélie Gipto pour son témoignage. Voilà, tout ça pour résumer une belle carte à jouer pour développer son activité. Si on prend le temps d'accompagner et de proposer une offre dédiée aux cavaliers de hors structure. Merci à toutes et merci à tous pour avoir participé à cette visioconférence. Comme l'évoquait Camille, tout un tas d'outils va être mis à disposition ces prochaines semaines, ces prochains mois. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, à les utiliser pour développer votre activité.